Bien, bonjour Jean-Yves Chagnon. Je suis ravi de t'accueillir dans le cadre de ces vignettes que nous enregistrons pour présenter différents aspects de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et aujourd'hui, nous avions envie de t'entendre sur un sujet que tu connais bien, qui est la psychopathologie, et en particulier la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Concernant la psychopathologie, comment tu pourrais la définir et nous en dessiner un peu les contours? Alors, pour moi, pour d'autres, la psychopathologie, c'est trois choses. C'est d'abord le catalogue des troubles mentaux. Deuxièmement, une théorie des troubles mentaux et du soin à leur donner. Et au-delà des troubles mentaux, de toute forme de souffrance psychique. Et enfin, par glissement de sens, c'est une discipline qui est partagée par les psychiatres, les pédopsychiatres et les psychologues. C'est donc au fond un niveau de lecture et d'intervention qui doit, en psychiatrie, spécialement en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, cohabiter avec d'autres niveaux, en particulier les niveaux biologiques et cognitifs. Alors, on sait que la psychopathologie prétend, selon une différenciation ancienne apportée par Jaspers, expliquer et comprendre les troubles mentaux au sens de s'identifier à, de prendre avec. Alors, on peut le dire autrement, je le dis autrement. Il me semble qu'elle doit répondre à deux questions compliquées, la question du pourquoi et la question du comment. Alors, la question du pourquoi, c'est la discussion éthiopathogénique, c'est-à-dire on s'intéresse de savoir comment on en est arrivé là, ces symptômes, ce syndrome, ces syndromes, cette souffrance psychique. Alors, les modèles éthiopathogéniques d'aujourd'hui font appel à des modèles complexes, à la complexité chère à Edgar Morin. Il est donc question de facteurs de risque ou de vulnérabilité qui articulent le dedans et le dehors. Alors, le dedans, ce sont les niveaux génétiques, mais les généticiens sont très prudents de ce point de vue, plus prudents que la récupération qu'on en fait parfois. C'est les niveaux biologiques, cérébraux, cognitifs, etc. Le dehors, ce sont les niveaux environnementaux, écologiques, alimentaires, économiques, sociaux, familiaux, relationnels, événementiels, etc. Alors en fait, que ce soit au niveau du développement normal, comme celui de la pathologie, ces niveaux sont en constante interaction. Et la complexité, elle est encore majorée par le fait de causalité rétroactive en boucle, en réseau, hein. C'est-à-dire que des effets peuvent revenir secondairement des causes, etc. Mais l'essentiel, au fond, c'est ce que l'enfant, l'adolescent, l'adulte va faire de tout cela, comment il va subjectiver, intégrer, théoriser toutes ces influences dans une pensée subjective, personnelle et intersubjective, c'est-à-dire qui soit partagée avec autrui. Alors on notera, je vais y insister, sur le fait qu'on n'est plus du tout ou pas du tout dans une causalité linéaire simple, qu'elle soit biologique ou relationnelle. Alors cette complexité, il faut quand même savoir que elle est déjà dans Freud. Puisque dans les conférences sur la psychanalyse, en 1917, il évoque à propos des névroses des séries complémentaires intriquées. C'est-à-dire, pour lui, il y a des facteurs internes constitutionnels, il y a des facteurs internes acquis, ce qu'il appelle les fixations, et puis des facteurs traumatiques, la séduction, ou tout simplement des événements de vie comme la frustration sexuelle. Notons aussi que Freud avait tous les éléments pour dire à propos du petit Hans, célèbre cas d'enfant phobique, il avait tous les éléments en main pour dire que ses parents, qui étaient pas très malins dans leur réponse aux questions sur la sexualité de leur enfant, eh bien, il aurait pu dire que ses parents sont responsables de sa névrose. Eh bien, Freud ne le fait pas, ne le dit pas. Au contraire, il va laisser entendre que les soins parentaux, paternels en particulier, sans eux, eh bien, la situation aurait pu être beaucoup plus grave. Alors ça m'amène à dire un mot à propos de la psychogénèse à laquelle réduisent les adversaires de la psychopathologie psychanalytique, à laquelle ils réduisent la psychopathologie en disant qu'elle ne sait que culpabiliser les parents. Bon,
moi, c'est une critique qui me blesse beaucoup et qui est tout à fait fausse, hein. René Diatkin, donc à l'école duquel j'ai été, un des grands noms de la PEA, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et de la psychanalyse d'enfant, pour eux à l'époque c'était la même chose, hein. Eh bien, René Diatkin, dans son enseignement oral, il n'avait de cesse de dire la psychanalyse n'a aucune vocation étiologique, c'est-à-dire qu'elle n'implique aucune causalité antécédente au sens médical du terme, hein. On ne soigne pas la cause antécédente, à la différence de la psychiatrie scientifique ou encore dite de précision, qui espère pouvoir apporter des réponses thérapeutiques de type étiologique. Alors, dans ce cas de figure, celui de la psychopathologie, ben, on cherche à remettre en route ou en ordre un mode de fonctionnement qui est grippé, empêché, dévié et dès lors pathologique. Et on s'approche ainsi donc de la question 2 que je vais développer dans un moment, qui est celle du comment. Mais je veux revenir à la causalité psychique chère aux psychanalystes. Parce que ça, c'est assez mal compris. La causalité psychique, c'est pas une causalité antécédente, efficiente, au sens que donnait Aristote quand il distinguait des causes efficientes et des causes finales. Hein, Didier Houzel, un autre grand nom de la PEA et de la psychanalyse d'enfants, a également particulièrement montré ça. En tant que clinicien d'orientation psychanalytique ou qui travaillons avec la psychanalyse, eh bien, nous nous intéressons au sens, aux significations, à la visée, à l'intentionnalité inconsciente, à la fonction du symptôme ou des symptômes dans l'économie psychique du sujet. On se situe donc dans une psychopathologie compréhensive, c'est-à-dire dans des modèles qui nous indiquent non pas d'où viennent les troubles, mais quel est leur sens. On peut prendre l'exemple des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, si on veut, hein. Les TOC soulagent momentanément de l'angoisse et de la culpabilité. Et la pire angoisse d'ailleurs pour un obsédé, c'est justement de perdre ses TOC, c'est-à-dire une solution calmante, soulageante, apaisante, avant le retour de l'angoisse. Alors Philippe Jamet, qui est également quelqu'un auquel je dois beaucoup, comme les collègues de ma génération, avait sans cesse insisté sur cet aspect, même avec un soubassement biologique. Et on sait à quel point Philippe Jamet, qui n'est pas fait que des amis d'ailleurs, des psychanalystes, ne niait pas cet aspect-là. Eh bien, même avec un soubassement biologique, le symptôme, c'est un produit activement utilisé, voire créé par le sujet pour survivre et lutter contre l'impuissance, le trauma, l'angoisse qui vont le passiviser. Voilà, mais c'est évidemment une fausse bonne solution qui fait se construire une identité sur un leurre, ce qui peut déboucher sur l'autosabotage et le masochisme autodestructeur qui est inhérent à toute psychopathologie. Alors ça m'amène donc à la question du comment, qui est la discussion fonctionnelle, voilà, inhérente à la psychopathologie. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne, quelles que soient les causes d'ailleurs, et ce pour intervenir sur un fonctionnement global et en interaction pour ce qui est de l'enfant avec son environnement. Alors, les propositions thérapeutiques, eh bien, c'est pas systématiquement la psychothérapie psychanalytique, hein. René Diatkin et Serge Lebovici disaient d'ailleurs, de ce point de vue, il faut agir sur le maillon le plus faible de la chaîne, c'est-à-dire celui qui offre le moins de résistance au changement. Ça peut donc être la psychothérapie individuelle, mais ça peut être aussi du psychodrame, une rééducation orthophonique ou psychomotrice, hein. Ils ont participé à l'élaboration de ces disciplines et pour eux, c'était pas seulement des rééducations, c'était des thérapies, parce qu'elles apportaient du changement. Ça peut être des groupes avec ou sans médiation, des institutions plus ou moins partielles, comme les CATTP, l'unité du soir, c'est-à-dire autant de méthodes et de dispositifs qu'on trouvait facilement dans les intersecteurs et les CMP. Mais pour répondre à cette question du comment ça fonctionne, eh bien, il faut une théorie forte du fonctionnement psychique normal et pathologique. Alors, la psychanalyse a longtemps été la théorie prépondérante parce que la plus approfondie et la plus pertinente du fonctionnement mental.
Alors, il faut ajouter quand même qu'après bientôt 150 ans d'existence, la psychanalyse a énormément changé en termes d'âge, de pathologie, de méthode, de théorie, ce qui est peu connu du grand public finalement. Alors, les psychothérapies à médiation qui ont été popularisées ces dernières années par l'école lyonnaise de psychopathologie psychanalytique sont un assez bon exemple de ce qui se pratique aujourd'hui et c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte dans un livre que j'ai dirigé sur les fondamentaux de la psychopathologie psychanalytique. Alors, on va donc faire appel à des notions comme celle d'angoisse, de mécanismes d'adaptation, de défense, de relation d'objets, d'identité, d'identification. Et ce repérage permet de brosser une sorte de portrait psychologique. Osons le mot, un diagnostic psychologique, c'est un terme de Daniel Lagache, des fondateurs de la psychologie clinique en France, qui disait que l'objet du psychologue, eh bien, c'était le diagnostic psychologique. Alors, diagnostic psychologique qui est toujours singulier, toujours révisable, hein. Donc, c'est un diagnostic du fonctionnement psychique du sujet. Alors, secondairement, ce diagnostic psychologique, ces modes de fonctionnement mental, ben, ils peuvent être rapportés à une nomenclature psychiatrique, mais de type psychopathologique, comme celle qui avait été proposée par la CFTMEA, la classification dite Mises. Alors, il faut noter que les modèles aujourd'hui de psychopathologique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sont davantage des modèles processuels, hein. On parle de processus primaire, secondaire, originel, ou ce sont des modèles développementaux qui évoquent des équilibres ou déséquilibres entre différentes positions, hein, plutôt que des structures fixées, peu modifiables comme on l'entendait auparavant, ce qui ne correspond pas à la clinique, qui est toujours extrêmement mouvante. Alors, je vais faire deux dernières remarques à propos de la psychopathologie. Donc, la psychopathologie, je ne cesse de le dire, elle vise à donner du sens aux troubles mentaux pour les sujets qui en sont atteints, pour leur entourage, mais aussi pour les soignants. Elle invite donc à garder un espoir mesuré face aux troubles les plus graves, et à orienter les soins vers une modification globale du fonctionnement mental et relationnel du sujet troublé, puisque c'est celui-ci qui produit les troubles bien plus que les causes antécédentes. Alors, il me semble que sans analyse psychopathologique, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, elle ne peut avoir que des visées assez pauvres, à savoir la seule sédation symptomatique ou l'adaptation aux normes sociales, hein. Et c'est, selon nous, les psychopathologues, le risque est encouru par le paradigme dit scientifique des troubles neurodéveloppementaux, dont les liens avec des aspects assez critiquables du néolibéralisme ont été dénoncés par de nombreux auteurs ces dernières années, hein. Je pense à Bernard Gols, Pavelka et dernièrement François Gonon. Alors, on ne peut faire que la demande sociale faite à la psychiatrie s'inscrive dans un contexte dans une idéologie régnante. Et il nous semble que cette idéologie, ben, elle infiltre maintenant régulièrement les recommandations de la Haute Autorité de Santé en écartant la psychopathologie et son intérêt pour la compréhension profonde de la réalité psychique. Comment tu expliques, enfin, tu expliques, Jean-Yves, cette résistance, voire cette attaque de la psychopathologie dans les modèles actuels? Alors, C'est une alors, résistance, c'est une... oui, alors c'est bon, en quelques secondes, quelques Oui, minutes, bien sûr, bien sûr. c'est difficile, mais je crois que ce qui est visé, c'est la pensée. C'est C'est pas la seulement pensée. la psychanalyse, hein, c'est les sciences Mm. humaines et sociales, et c'est la pensée complexe. On est Oui. dans un monde mondialisé, international, où c'est plus facile de penser en termes de bien et de mal, de bon et de mauvais, d'objets simples, que en termes d'objets complexes. Voilà. Et puis surtout, je pense que nos contemporains ne veulent pas savoir grand-chose de leur intériorité. Voilà. Euh, Beaucoup de propositions nouvelles visent à nous faire oublier notre dramaturgie interne et puis les drames externes. Euh,
Bon, nous venons d'apprendre, je ne sais pas si on peut en parler dans cette visio, donc que la fille du Premier ministre avait elle-même été battue par ses professeurs dans son enfance. Pour autant, on n'en savait rien autour d'elle. Eh bien, c'est un exemple de ce qui se passe. Nous sommes dans un monde qui ferme les yeux, qui dénie beaucoup ce genre de réalité. Voilà. C'est une des propositions que je ferai pour répondre à ta question. Mhm. Avec Alors, quelques arrière-plans économiques aussi, peut-être, non? ah oui, Une bien sorte de sûr. Oui, simplification oui, économique aussi. On est oui, oui, d'accord? tout à fait. Évidemment, la psychopathologie, elle prend du temps, elle Eh coûte oui. de l'argent, et évidemment, ça va à l'encontre, voilà, d'une certaine marchandisation du soin. Elle demande aussi une formation, il faut le dire aussi quand même, une Tout à fait, formation longue, longue et complexe. absolument. Voilà. Alors, juste un mot. Certains, pour terminer là-dessus, certains pensent, disent pouvoir se passer de théorie et ils pensent qu'on peut se cantonner à la seule description objective des symptômes et à leur sédation. Bon, le DSM, par exemple, se veut un outil athéorique, mais c'est pas un outil athéorique, c'est une théorie d'une absence de théorie, ce qui est quand même assez différent. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'une théorie psychopathologique forte, du normal et du pathologique, parce que si on n'a pas, si on pense pouvoir s'en passer, en fait, on applique une théorie implicite qui est la théorie héritée de nos valeurs, de nos idéaux, celle du bien et du mal que nous avons tous au fond de nous et de laquelle nous devons pourtant nous décentrer. Alors, dernier point là pour te répondre, j'ai essentiellement parlé jusque-là de psychopathologie psychanalytique, puisque évidemment c'est celle que j'ai connue et transmise à l'université. Mais un psychologue clinicien qui fait du bilan, il n'utilise pas que les outils psychanalytiques, hein. Il existe également une psychopathologie phénoménologique de longue date, systémique, attachmentiste, cognitive, neuroscientifique, même si les neurosciences n'apportent pas les résultats pratiques escomptés, hein. Ce sont certains neuroscientifiques honnêtes qui le disent eux-mêmes. Voilà. Et toutes ces psychopathologies, eh bien, elles devraient pouvoir coexister tranquillement. Alors, dans de nombreux services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ben, la psychopathologie, elle se veut aujourd'hui beaucoup plus intégrative. Alors, les psychologues, tu le sais, préfèrent dire complémentariste, hein, Mhm. en sens de Devreux, plutôt qu'intégrative, pour éviter une sorte d'œcuménisme un peu fade et pour respecter aussi le tranchant de chaque approche. Voilà. Alors, c'est certainement vers cette psychiatrie psychopathologique, multidisciplinaire, multiprofessionnelle, humaniste également, qu'il faudrait aller au XXIe siècle. Malheureusement, bah, chacun sait qu'on en est assez loin. Voilà. Bien, écoute, moi je trouve que tu nous as dressé un tableau à la fois ouvert, hein, très justement, avec l'idée quand même de complémentarité, d'approche multiple et forcément complexe. Est-ce que tu aurais un ouvrage que tu pourrais conseiller, un ou deux ouvrages que tu conseillerais à des étudiants ou à des collègues qui souhaiteraient un petit peu s'initier à la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent? Parmi Oui, les bien sûr. nombreux ouvrages que tu as écrits ou dirigés, hein. Oui, bien sûr. Alors bon, je pense que on les fera figurer à la fin de Tout à cette fait. vidéo. Euh, les ouvrages de Daniel Marcelli, Enfance et psychopathologie, et puis pour les plus récents, les ouvrages de Bernard Gols et de Bruno Falissard sur la psychiatrie de l'enfant et la psychopathologie. Il y a près de 40 ans, j'avais aussi beaucoup apprécié Mon enfant n'est pas fou de Colette Chilan, qui est un excellent ouvrage de vulgarisation. Il est épuisé, mais on le trouve sur les sites de vente de livres d'occasion. D'accord, très bien. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, merci Oui. infiniment. Eh bien, je t'en prie, c'est moi qui vous remercie, Jean-Philippe. À bientôt. Au revoir.